Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Que je puisse commencer le cours? Très bien. Bonsoir Alors, madame, je vous entends. très bien. Le cours d'aujourd'hui, en prothèse fixée, c'est l'occlusion. Donc, dans les années précédentes, vous avez vu l'occlusion en prothèse partielle, l'occlusion en prothèse totale et maintenant l'occlusion en prothèse conjointe. Donc, les notions de base ne se diffèrent pas, c'est la même chose. La différence, c'est dans les contacts ou bien les concepts occlusaux. Donc, on va voir ensemble ce chapitre. En prothèse conjointe, la gestion de l'occlusion revêt une importance capitale dans la démarche thérapeutique afin d'assurer l'intégration de la prothèse dans le système stomatognatique ainsi que sa continuité. C'est-à-dire, si vous réalisez une prothèse, un appareil prothétique, si cet appareil n'est pas bien intégré dans le système stomatognatique, il y aura beaucoup de problèmes et au lieu que ça sera une thérapeutique, on aura d'autres problèmes. L'intégration de la prothèse dans le système stomatognatique se fait par le respect de l'occlusion. Donc, comme rappel, donc, le système d'occlusion, il est constitué, il fait intervenir un système actif qui sont les bases osseuses. On a le maxillaire supérieur et la mandibule. On a l'articulation temporomandibulaire et l'organe dentaire. Donc, trois éléments principaux qui entrent dans l'occlusion. On commence par quelques définitions, bien quelques terminaisons. Le mot occlusion veut dire que tout état statique à un instant donné du rapport interarcade, c'est-à-dire la relation entre les deux arcades, défini par au moins un point de occlusal, c'est-à-dire deux dents qui sont en contact, deux dents opposées. Par extension, l'occlusion correspond à toute situation de contact interdentaire. L'occlusion, ça veut dire l'occlusion, c'est le mot occlusion, déjà, il vient du mot fermeture. Donc, fermé. Et comme fermé, l'occlusion ici, elle veut dire avoir des contacts dentodentaires, des contacts entre les arcades antagonistes, c'est-à-dire des contacts dentaires. Donc, lorsqu'on ferme et il y aura des contacts, on dit en occlusion. Articulé, ça veut dire c'est le passage d'une position occlusale à une autre sans perte de contact entre les dents. Quand on dit articulé, ça veut dire on va changer de position, on est toujours en position occlusale, mais sans perte de contact des dents. Ça veut dire quoi? Si vous faites le test vous seul avec vos dents, par exemple, vous fermez, vous serrez les dents, après essayez de faire glisser la mandibule ou bien les dents du bas sur les dents du haut jusqu'au bout à bout. Ça, on appelle un articulé, c'est-à-dire qu'on a fait articuler. Vous voyez quand vous glissez latéralement ou bien vous glissez antérieurement, c'est-à-dire vous propulsez, vous allez avoir un changement de position, mais sans perte de contact entre les dents. C'est ce qu'on appelle un articulé. Maintenant, la position physiologique de repos. Ça veut dire quoi la position de repos? C'est une position occupée par la mandibule lorsque la tête du patient est en position droite. Que l'activité des muscles abaisseurs et élevateurs équilibre les forces de gravité et que les condyles se situent dans une position neutre sans aucune contrainte vis-à-vis des différents composants anatomiques des structures articulaires. Ça, c'est la définition de Ortlieb. C'est lui qui a donné cette définition à la position physiologique de repos. Je vais m'expliquer. Une position de repos. D'abord, lorsque vous voulez avoir, par exemple,
la DVR, c'est-à-dire la dimension verticale, vous voulez la compter, la dimension verticale au repos de l'étage inférieur du patient. D'abord, il faut commencer, donc il faut qu'on cherche la posture de repos, la position de repos. D'abord, il faut insister que le patient est installé confortablement sur votre fauteuil. Après, la tête ne doit pas pencher en arrière ni en avant. Elle doit être droite. La tête du patient doit être en position droite. Après, le patient, il doit être décontracté. C'est-à-dire, il faut toucher ses muscles de la face pour voir est-ce qu'il y a une contraction des muscles. Il faut que les muscles abaisseurs et élevateurs soient décontractés, c'est-à-dire en position de repos, pour que les forces s'annulent entre eux, des muscles avec les forces de gravité s'annulent. Dans ce cas-là, les positions, ils vont se trouver automatiquement dans une position neutre. Ça veut dire les condyles تاعنا يكونوا une position neutre, ni en position haute, ni en position basse. Donc, dans cette position, nous, généralement, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir les condyles, dans les cavités glénoïdes. Donc, on doit insister sur que le patient soit installé confortablement. Le patient ne doit pas croiser ses pieds, que sa tête doit être en position droite. Après, vous touchez les muscles faciaux. Il faut que les muscles soient en position de repos. Il faut que vous sentez que le patient n'est pas contracté et n'est pas stressé. C'est ça la position de repos. La dimension verticale, donc c'est la hauteur de l'étage inférieur de la face, ou plus simplement la distance qui sépare le point sous-nasal du gnatien. Ça, c'est la définition de Le Joyeux. Donc maintenant, on va définir la relation centrée. Donc, selon le Conseil national d'occlusodontie, en 2001, il a donné une définition bien précise pour la relation centrée. C'est la relation centrée et la situation condylienne de référence la plus haute réalisant une coaptation bilatérale condylo-discotemporale. Elle est simultanée et transversalement stabilisée, suggérée et obtenue par un contrôle non forcé, réitératif dans un temps donné et pour une posture corporelle donnée. Elle est enregistrable à partir d'un mouvement de rotation mandibulaire sans contact dentaire. C'est une longue définition, mais elle englobe tout. Donc, je vais m'expliquer phrase par phrase. On a dit que c'est une situation condylienne de référence. Vous savez que la relation centrée, c'est la position de référence. Donc, c'est une position condylienne de référence la plus haute. Donc, les condyles doivent se trouver dans une position la plus haute. Réalisant une coaptation bilatérale condylo-discotemporale, c'est-à-dire les deux condyles doivent être au milieu, doivent être centrés en même temps. Elle est simultanée, c'est-à-dire elle se fait simultanément, il ne faut pas la forcer, c'est-à-dire il ne faut pas prendre la mandibule avec la main et essayer de forcer le patient. Transversalement stabilisée, c'est-à-dire le patient, quand il est en relation centrée, les condyles sont stabilisés dans les cavités. Elle est suggérée et obtenue par un contrôle non forcé, c'est-à-dire elle est obtenue par, on ne doit pas forcer le patient à se mettre dans cette position qu'elle est la plus haute des condyles dans les cavités glénoïdes. Elle est réitérative dans un temps donné, c'est-à-dire on peut la refaire à chaque fois qu'on veut. Et pour une posture corporelle donnée, la posture, c'est la position du patient qui doit être, on a dit avant, le patient doit être installé confortablement, enregistrable à partir d'un mouvement de rotation mandibulaire sans contact dentaire. C'est-à-dire, elle s'enregistre lorsque la mandibule ou les condyles mandibulaires font une rotation. Et bien sûr, sans contact des dents. Si vous prenez une relation centrée et vous obtenez un contact dentaire, donc vous n'êtes pas en relation centrée. Vous êtes en intercuspidation.
Donc, toute relation centrée supprime les contacts dentodentaires. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir un contact entre les dents. Ça, c'est la définition précise de la relation centrée. Maintenant, vous allez voir c'est quoi la position d'intercuspidation maximale. Donc, par contre, c'est une position où le rapport d'engrainement dentaire se caractérise par le plus grand nombre de contacts interarcades. C'est-à-dire, on a le plus grand nombre de contacts entre les dents. Et où l'intensité des contractions isométriques est maximale, c'est-à-dire la contraction des muscles. Ce rapport est indépendant de la situation des condyles dans les fosses mandibulaires, c'est-à-dire on n'a pas dans la position d'intercuspidation maximale, on ne cherche pas ou on ne s'intéresse pas à la position des condyles dans les fosses mandibulaires. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir le maximum de contact entre les dents. Donc, le chemin de fermeture, c'est le trajet qui part de la position de repos pour trouver la position d'intercuspidation maximale, c'est-à-dire lorsque votre patient il est au repos et vous lui demandez de fermer en intercuspidation maximale, on appelle ça le chemin de fermeture. Pour le réaliser, on demande au patient de serrer les dents à partir de la position de repos. On va voir maintenant les tables occlusales. Tout ça, c'est des rappels que normalement, vous avez déjà fait et que vous devez les connaître. C'est des notions de base. Vous devez les connaître. On appelle table occlusale la surface occlusale des dents pluricuspidées, donc comme les molaires et les molaires, formée par les versants internes des cuspides vestibulaires et linguales ou palatines. Les crêtes marginales, donc, elles représentent les limites mésiales et distales des tables occlusales. Elles forment le rebord d'une fosse triangulaire qui constitue, avec la fosse correspondante de la dent adjacente, la surface d'appui de la cuspide antagoniste. C'est-à-dire, les deux dents adjacentes, elle vient s'engrainer la dent antagoniste, là-bas, entre les deux. Les fosses, donc on distingue deux sortes de fosses pour la face occlusale d'une molaire, une fosse centrale et une fossette marginale. Donc la fosse centrale étant le carrefour des sillons principaux profonds, elle se trouve au centre de la table occlusale. Donc vous voyez ici sur l'image par exemple, ici c'est la fosse centrale et ici les fosses marginales. Donc elle se trouve au centre de la table occlusale des molaires. Elle a pour rôle de recevoir les cuspides d'appui et d'assurer l'évacuation latérale des aliments. Par contre, les fossettes marginales, qui naissent entre deux cuspides et d'une crête marginale, elles représentent la limite du sillon principal mésio-distal, comme la fosse centrale. Les fossettes marginales participent également à la réception des cuspides d'appui, bien sûr des dents antagonistes. Maintenant, vous allez voir c'est quoi les cuspides primaires, ou on appelle aussi cuspides d'appui ou bien cuspides support. Donc, toutes les cuspides palatines, maxillaires et vestibulaires mandibulaires appelées cuspides primaires ou bien cuspides d'appui ou bien les cuspides support. Par contre, les cuspides vestibulaires maxillaires et linguales mandibulaires sont appelés les cuspides secondaires ou bien les cuspides guides. Donc, quand vous entendez dans l'occlusion, dans un type d'occlusion qui parle de cuspide primaire, il faut directement mettre dans la tête que c'est les palatines maxillaires et vestibulaires mandibulaires. Quand on parle généralement de cuspide secondaire ou bien guide, c'est les vestibulaires maxillaires et linguales mandibulaires. Et ça, c'est à apprendre par cœur. Il faut directement, quand vous entendez le mot primaire, cuspide primaire ou secondaire, ou bien souvent vous entendez les cuspides d'appui et les cuspides guides, il faut directement, la réflexion vient dans la tête, c'est quel type de cuspide.
Maintenant, on va voir les facteurs qui interviennent sur l'occlusion. Donc, on a les facteurs anatomiques. On commence par les déterminants antérieurs. Donc, le guidage incisif. Voilà, c'est quoi le guidage incisif ou bien la pente incisive? C'est lors de la propulsion, vous pouvez même faire le test sur votre bouche. Donc, c'est lors de la propulsion ou bien le glissement de la mandibule, c'est-à-dire on va faire glisser les incisives inférieures sur les faces palatines des incisives supérieures, comme vous voyez sur l'image à gauche, donc jusqu'au bout à bout. Donc, de l'occlusion, la première position, là, donc, que vous voyez en rose, on est en position d'intercuspidie maximale. On va faire un glissement, une propulsion de la mandibule, un glissement des incisives du bas sur la face palatine, les incisives du haut, jusqu'au bout à bout. Dans ce cas-là, il y aura une désocclusion des dents postérieures. Ça, on appelle le guidage incisif. Le guidage incisif. Il y aura un glissement des bords libres des incisives du bas sur la face palatine des incisives du haut jusqu'au bout à bout, tandis que postérieurement, il y aura une désocclusion, c'est-à-dire aucun contact dentaire. C'est le guide incisif. Pour le guidage latéral, donc ça, on est en prothèse fixée, le guidage incisif, il est très important. C'est-à-dire les dents antérieures, ils vont, pour ne pas léser le parodonte des dents antérieures, il faut qu'il n'y aura aucun contact lors du guidage incisif, aucun contact entre les dents postérieures. Maintenant, pour le guidage latéral, en prothèse fixée, on a deux types de fonctions. C'est quand on dit guidage latéral, c'est-à-dire la déduction. C'est-à-dire, on va faire glisser les dents vers la droite ou vers la gauche. Donc, en prothèse fixée, on a deux types. On a la fonction canine, c'est ce qu'on appelle protection canine, et on a la fonction groupe. Donc, c'est quoi la fonction canine? La fonction canine, ou bien la protection canine, c'est lorsque la canine maxillaire, elle conduit seule le mouvement de latéralité sur tout le trajet. Donc, en commençant toujours, la position toujours de départ, c'est l'intercuspidie maximale, jusqu'au bout à bout. Dès que le départ et durant tout le mouvement, la désocclusion de toutes les autres dents est totale, c'est-à-dire elle en a en occlusion, elle en a en intercuspidation maximale. Quand on veut faire glisser les dents du bas sur les dents du haut, on veut aller vers le côté gauche, par exemple. On veut aller vers la gauche. Lors de la protection canine, et c'est un concept de la prothèse fixée, ou bien en denture naturelle, la canine, elle guide seule le mouvement. Ça veut dire quoi, elle guide seule le mouvement? C'est-à-dire pendant tout le mouvement, que la canine du haut touche la canine du bas. Les autres dents, tous ne se touchent pas. C'est-à-dire les prémolaires, les molaires ne se touchent pas, les incisifs ne se touchent pas. Il n'y a que la canine du haut et du bas qui se touchent jusqu'au bout à bout. C'est ça la fonction canine, ou bien la protection canine. Il y a un autre concept qu'on le trouve aussi en prothèse fixée, c'est la fonction groupe. Dans la fonction groupe, plusieurs dents, y compris la canine, guident la fonction latérale avec des occlusions des dents du côté non travaillant, c'est-à-dire le côté opposé. On a dit dans la fonction canine, toutes les dents, droite et gauche, ne se touchent pas, même antérieure. Il y a deux dents qui se touchent, c'est la canine du bas avec la canine du haut. Dans la fonction groupe, de la canine à la dernière molaire se touchent, c'est-à-dire la canine, première prémolaire, deuxième prémolaire, première molaire, deuxième molaire, troisième molaire. Lors d'un mouvement de latéralité, elles vont se toucher. Les dents qui ne se touchent pas, c'est le côté opposé. On l'appelle côté opposé ou bien le côté non travaillant. Bien sûr, elles ne se touchent pas. On l'appelle fonction groupe parce qu'un groupe de dents qui entrent en contact.
c'est les dents cuspidées, y compris la canine. Donc, la canine, les prémolaires et le molaire restent en contact jusqu'au bout à bout. Le côté opposé, il n'y a pas de contact. Même en fonction canine, toujours le côté opposé ne doit pas être en contact. Voilà, pendant tout le mouvement, les dents restent en contact. Du côté travaillant, c'est-à-dire le côté. Ces deux concepts sont les deux concepts qu'on utilise en prothèse fixée, c'est-à-dire fonction canine et fonction groupe. Les courbes, il est une courbe transversale. Donc, d'après la classification d'angle, la relation des arcades dans les zones au niveau des canines est la suivante. On a la classe 1 d'angle, la classe 2 d'angle et la classe 3 d'angle. Donc, ça, c'est une définition que vous avez déjà vue. La classe 1 d'angle, c'est que la canine maxillaire distale d'une demi-cuspide ou bien d'une demi-dent par rapport à la canine inférieure. Dans la classe 2 d'angle, la canine maxillaire, elle est en mésiocclusion par rapport à la canine. La classe 3 par rapport à la canine inférieure. Ça, c'est les différentes classes d'angle ou bien d'occlusion selon la classification d'angle. Nous, en prothèse fixée, si vous allez réaliser on doit respecter la classe du patient. Donc, en prothèse fixée, si le patient présente une classe 1, on doit la restaurer. S'il présente une classe 2, on doit la restaurer avec le bridge qu'on va faire. Et si c'est des bridges totaux, on essaie toujours de reprendre la classe 1 sans altérer la fonction du patient. Bon, ça, c'est les déterminants antérieurs. Pour les déterminants postérieurs, on a la pente condylienne. Donc, c'est quoi la pente condylienne? C'est le parcours qu'effectue la mandibule, qui effectue le condyle mandibulaire le long du condyle temporal lors d'un mouvement de propulsion. C'est-à-dire quand on demande, surtout la position du condyle, comment il se déplace. Donc, l'angle est calculable. Donc, l'angle de la pente condylienne, c'est l'angle formé par la séquence du trajet de la propulsion et le plan axio-orbitaire qui est un plan horizontal. Donc, vous mettez dans la tête que la pente condylienne, toujours, c'est le trajet de propulsion. Donc, ce trajet, il forme avec le plan axio-orbitaire un angle, on l'appelle. Donc, l'angle de Bennett et le mouvement de Bennett, pardon. Donc, vous savez que la mandibule, le côté vers lequel elle se déplace, on l'appelle, ici sur l'image, c'est la mandibule, elle se déplace à gauche. Donc, le côté vers lequel la mandibule se déplace, ici c'est la gauche, on l'appelle le côté travaillant. Et le côté vers lequel la mandibule euh, l'autre côté, pardon, on l'appelle le côté non travaillant. Donc, donc un condyle, vous voyez du côté travaillant, le condyle, il reste en place. Et le côté non travaillant, le condyle, il se déplace. Donc, vous voyez les angles qui sont tracés. Lorsque le condyle se déplace, le trajet va faire un angle. Donc, le trajet avec la verticale, il va former un angle qu'on appelle l'angle de Bennett. Bon, ça, c'est des détails, juste pour que quand vous entendez de l'angle de Bennett ou bien côté travail,
en latéral de ces termes pour se familiariser. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître l'angle de Bennett, mais juste pour se familiariser avec ces mots. Donc, vous devez savoir c'est quoi le côté travaillant, c'est quoi le côté non travaillant. Quand est-ce qu'on parle de côté travaillant, non travaillant, c'est en mouvement de latéralité ou de déduction. On va voir maintenant c'est quoi les interférences. Donc, on désigne sous le terme interférence tout contact entre les dents supérieures et inférieures qui modifie le trajet de la mandibule au cours des mouvements excentrés. C'est-à-dire, quand on demande au patient de faire un mouvement de propulsion ou un mouvement de latéralité, lorsque vous voyez que le trajet il ne se fait pas simultanément, il se fait par exemple en deux temps, ça veut dire qu'il y a une interférence. Donc, il y a plusieurs types d'interférences selon le mouvement que la mandibule va le faire. Donc, il y a les interférences latérales travaillantes. Quand on dit latérale travaillante, c'est-à-dire du côté où la mandibule va être, donc on est en latéralité, c'est-à-dire la mandibule elle va bouger de gauche à droite. Quand on dit travaillante, c'est-à-dire cette interférence, elle se trouve du côté vers lequel la mandibule va y aller. Il se produit lorsqu'il y a un contact entre les dents cuspidées du même côté que la direction du déplacement de la mandibule. معناتها وين راه الجهه اللي رايحت لها لا مونديبيل سي لابا il y a un contact qui gêne, il y a un contact gênant. Ce contact, on l'appelle interférence travaillante. Lorsqu'elle se trouve du côté opposé, on l'appelle interférence non travaillante. Pour la propulsion, la même chose. Interférence propulsive travaillante, c'est-à-dire lors de la propulsion, les dents antérieures entrent en bout à bout en même temps. S'il y a une déviation de la mandibule et qu'une seule incisive entre en contact avec son antagoniste, c'est-à-dire il y a une interférence propulsive travaillante. Et le contraire, l'interférence propulsive non travaillante, c'est un contact prématuré entre les ponts. La désocclusion postérieure n'est pas totale. C'est-à-dire, le patient, lorsqu'il fait la propulsion, c'est-à-dire la propulsion, donc il va glisser sa mandibule vers l'avant pour se mettre en bout à bout. Lorsque cette interférence, elle se trouve au niveau des bords incisifs. Donc, là, on va dire, lorsque la mandibule, lors de cette fermeture, elle va se dévier. Et une interférence du côté travail, c'est-à-dire le côté d'avant, c'est-à-dire généralement c'est au niveau de la dent qui guide seul le mouvement, c'est-à-dire au niveau de l'incisif qui guide le mouvement. Lorsque cette interférence elle se trouve derrière, au niveau des dents cuspidées, lors de la propulsion, et la mandibule, elle dévie son trajet, c'est-à-dire on dit une interférence non travaillante, et ce contact gênant, il se trouve postérieurement au niveau des dents cuspidées. Maintenant, on va passer à la physiologie de l'occlusion. Donc, la dynamique mandibulaire. Il y a les mouvements élémentaires, les mouvements fondamentaux et les mouvements fonctionnels. Donc, c'est quoi les mouvements élémentaires? C'est le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Donc, le condyle fait une rotation au niveau de la cavité ligmoïde. Lorsque le condyle fait une translation, ces deux mouvements, on les appelle les mouvements élémentaires. Les mouvements fondamentaux, c'est les mouvements verticaux. On les a classés en verticaux, sagittaux et de déduction. Donc, les mouvements verticaux, c'est ouverture-fermeture. Sagittaux, c'est propulsion et propulsion. Et de déduction, ça veut dire en latéralité droite et latéralité gauche. Pour les mouvements, pardon. Donc, pour la latéralité droite et gauche, donc on a le diagramme de Posset. Donc, c'est un diagramme qui se fait dans le plan sagittal. Donc, vous voyez à gauche ce diagramme
Donc, c'est la position, donc on a obtenu ce diagramme. Donc, le patient, il commence, il fait tous les mouvements et instillé, il va tracer ce mouvement. Donc, la position 1, elle correspond à la position d'intercuspidation. Bon, c'est la position 2 qui est l'intercuspidation maximale. Donc, lorsque le patient il part en rétropulsion, lorsqu'il part en propulsion, lorsqu'il ouvre maximum et ferme, donc on a le tracé, donc on a tout le tracé qui nous donne le diagramme de Poissy. Dans le plan horizontal, on a l'arc gothique de Gizy. Donc, horizontalement, lorsque le patient il est en intercuspidation maximale et euh, il part en latéralité droite et gauche, lorsque le patient il est en relation centrée, la relation centrée sur le plan horizontal, elle correspond au même niveau que la position d'intercuspidation maximale. Pour l'arc gothique de Gizy, le déplacement, il se fait latéralement. Donc, lorsqu'il est instillé, instillé, il se trouve au niveau des ATM. C'est-à-dire, on le met au niveau extérieur et sur un papier millimétré, il va tracer. Lorsqu'on demande au patient de faire une latéralité droite et gauche, il va tracer pas une ligne droite, mais un arc. C'est ce qu'on appelle l'arc gothique que vous voyez sur l'image à droite. Maintenant, on va voir l'analyse occlusale pré-prothétique. C'est-à-dire avant de réaliser notre prothèse, le patient il doit toujours passer par une analyse pré-prothétique, c'est-à-dire un examen clinique de l'occlusion. Donc, l'examen de la posture de la tête, qui est très important, et on a dit qu'il influence les positions d'occlusion. Donc, le patient doit être assis sur une chaise, une prothèse. Incline-t-il la tête sur le tronc, c'est-à-dire est-ce qu'il doit être, la tête doit être inclinée? Penche-t-il la tête à droite ou à gauche? Est-ce qu'il a une hypertrophie musculaire? Donc, tout ça, c'est à analyser lorsque vous recevez votre patient. Donc, il faut faire un examen dentaire, c'est-à-dire la formule dentaire, et vous marquez s'il y a des facettes d'usure, s'il y a des caries. Le parodonte aussi du patient, c'est-à-dire la qualité de la gencive marginale. Est-ce qu'il y a des mobilités? Est-ce qu'il y a des migrations? L'organisation des arcades, c'est-à-dire l'organisation intra-arcade. Est-ce qu'il y a continuité de l'arcade? Est-ce qu'il y a une dystopie les courbes occlusales? Donc, tout ça dans l'examen préclinique, il faut noter. Aussi, l'examen interarcade, c'est-à-dire l'examen et le marquage des contacts en occlusion d'intercuspidie maximale. Est-ce qu'il y a un calage postérieur? Généralement, quand il y a des dents cuspidées haut et bas, il y a toujours un calage. Lorsqu'on perd les dents cuspidées, on perd le calage. Lorsque le patient il glisse ses dents en propulsion, on l'a cité précédemment. Pour les parafonctions, on va noter est-ce que le patient il a des parafonctions, donc parafonctions linguales ou jugales, ou bien des positions acquises, malpositions acquises. Donc, tout ça doit être noté dans l'analyse pré-prothétique, c'est-à-dire avant de commencer le traitement pré-prothétique. Après noter ça, on doit passer à l'analyse occlusale sur l'articulateur semi-adaptable. C'est-à-dire, on prend des modèles et donc on prend l'occlusion du patient et on fait monter les modèles sur un articulateur semi-adaptable pour réaliser l'analyse en clinique, donc en absence du patient.
Donc, on va analyser les courbes d'occlusion. Est-ce qu'elles sont perturbées? Est-ce qu'il y a des versions, rotations, égressions, usure des facettes dentaires? Parfois, on ne peut pas voir tout en clinique, mais sur les modèles, on peut voir mieux. L'importance relative de l'édentement. Est-ce qu'il a un petit édentement, un grand édentement? La dimension verticale d'occlusion, est-ce qu'elle est perturbée ou elle est toujours correcte? Présence de signes de troubles algodysfonctionnels, c'est-à-dire est-ce que le patient se plaint de douleurs musculaires ou articulaires? Donc, si vous avez, c'est ça l'articulateur semi-adaptable. Ça, c'est l'arc facial avec lequel on fait le transfert de la maquette d'occlusion et la position du modèle supérieur. Donc, ça, c'est pour prendre l'occlusion. Ça, c'est l'arc facial monté sur la patiente pour transférer la position du maxillaire supérieur. Après, on fait le transfert du modèle supérieur sur l'articulateur semi-adaptable. On le repositionne. On fait la coulée. Donc, on va mettre du plâtre entre le modèle et la table du modèle. Donc, ici, ça va être comblé avec du plâtre. Et on aura le modèle supérieur placé sur l'articulateur en position exacte comme en bouche. Après, on prend une occlusion et on inverse ça, on le met sur sa tête, l'articulateur. On met la cire d'occlusion. Sur la cire d'occlusion, on positionne le modèle supérieur du bas et on rajoute le plâtre entre le modèle du bas euh, et la branche du bas. Quand le plâtre fait sa prise, on va inverser l'articulateur, normal, parce que pour faire monter le modèle du bas, l'articulateur, نقلبوه هذا le haut, نحطوه في التحت ou la branche du bas, pardon, la branche du bas, elle va devenir en haut. نقلبوه ونحطوا la tire d'occlusion, on positionne le modèle du bas, on met le plâtre. Après la prise, نعاودوا نقلبوا l'articulateur, comme ça on aura les modèles montés sur articulateur semi-adaptable, la position comme la position en bouche du patient, c'est-à-dire on a repris l'occlusion du patient. Et là, on va réaliser notre analyse occlusale en absence du patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la tête dans ce cours? Il faut savoir qu'en prothèse fixée, il y a deux concepts occlusaux qu'on les utilise. En général, il y a la fonction canine et la fonction groupe. Donc, vous allez peut-être me poser la question quand est-ce qu'on utilise la fonction groupe et quand est-ce qu'on utilise la fonction canine. Lorsque, par exemple, vous êtes avec un bridge partiel de 3 ou 4 éléments, vous suivez la fonction du patient. Comme par exemple, vous avez pas, par exemple, vous avez la canine droite et la canine gauche. Vous faites le mouvement au patient de déduction, latéralité, et vous voyez, est-ce que le patient, lorsqu'il fait les mouvements, il n'y a que la canine qui entre en contact. Donc là, vous avez jugé qu'il a une fonction canine. Lorsqu'on fait un bridge, on doit laisser fonction canine. Lorsqu'un groupe de dents guide le mouvement, donc le patient, il est en fonction groupe. Lorsqu'on fait un bridge, on doit reprendre la fonction groupe. Et dans le cas de bridge total, vous avez le choix. Lorsque vous voulez faire un bridge total, par exemple du haut, vous avez le choix de choisir quand vous voulez une fonction canine ou une fonction groupe. L'essentiel de ne pas sortir de ces deux concepts parce que ce sont les deux concepts adoptés en prothèse fixée. Il faut savoir aussi c'est quoi les interférences. Bon, peut-être, je n'ai pas parlé ici de prématurité. On parle de prématurité pour ne pas mélanger entre c'est quoi une prématurité et c'est quoi une interférence. Une prématurité, c'est un point gênant, mais on l'obtient lorsqu'on demande au patient de faire un mouvement d'ouverture et fermeture. C'est-à-dire, son mouvement, le patient juste, il ouvre verticalement et il ferme.
Lors de la fermeture, si le trajet se dévie, on dit on a une prématurité. On ne dit pas il y a une interférence. Par contre, l'interférence, c'est lorsque le chemin se dévie lors d'une propulsion ou bien d'une latéralité, une diduction. C'est ça la différence. Donc, il faut savoir c'est quoi la différence d'une prématurité travaillante ou non travaillante. Euh, Quoi aussi? Donc, allez-y, vous posez les questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, grosso modo, le reste, c'est des notions de base que vous avez déjà vues les années précédentes et que vous devez les garder dans la tête. Donc, le plus important, c'est de reconnaître les concepts occlusaux en prothèse fixée. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais envoyer le cours immédiatement pour la déléguée qu'elle va partager par la suite. Très bien. Alors, bon courage. Merci. Merci, je vous en prie. Donc, moi, j'ai insisté sur les points qu'il faut retenir dans ce cours. Sinon, le reste, c'est que des notions de base que je les ai répétées. Alors, bon courage. Voilà.